Bonsoir et bienvenue sur Athénée Noctua, votre podcast de philosophie du vendredi soir pour philosopher un peu à l'heure bleue. Je vous propose aujourd'hui d'aborder un nouveau sujet. C'est un sujet qui n'a qu'un mot, avec un petit article devant, qui a donc une forme un peu différente de ceux que je vous ai proposés jusqu'à présent. C'est le désirable. La presse féminine apprend aux femmes à devenir désirables, à aguicher dans des énoncés eux-mêmes aguicheurs, et j'ai fait une petite recension de quelques titres dans la presse féminine. Je vous les donne en bloc. Comment affiner son look? Ne pas rater son bronzage? Comment se maquiller sans avoir l'air vulgaire? Sublime en 10 leçons. Une jolie bouche sans se rater. Vive les rondes. Être chic et désirable à la maison. Parfaite à la Saint-Valentin. Même pressée, restez belle. Arrêtez avec la lingerie confortable. Belle au Sahara. J'ai choisi des exemples empruntés à de la presse féminine dans des années très différentes, y compris les années 60. Car ces années 60 incarnent un rapport à la séduction et à la féminité qui me semble cliché. C'est pour ça que j'ai choisi ces phrases-là. Alors bien évidemment, peut-être que dans la presse actuelle, on aurait des choses très très différentes. Cependant, j'ai devant moi quelques couvertures d'un magazine célèbre féminin et je vous en lis quelques titres. 5 minutes pour une peau bronzée, auto-bronzant, brume teintée. Des couleurs qui nous réchauffent. Plus libre, plus épanouie, plus forte, 40 ans, le nouvel âge d'or des femmes. Nous recevons donc une injonction à être désirable, y compris chez soi, comme le suggérait ce titre merveilleux, être chic et désirable à la maison, y compris en plein désert, être belle au Sahara, lorsqu'il fait 45 degrés, difficile de rester dans une tactique de séduction en plein désert. Et il me semble que cette injonction, qui touche donc à tous les niveaux, de la vie la plus intime à la maison à une vie extérieure dans un désert, fait que nous vivons, et je fais le lien avec le sujet précédent, une torture, comme si être désirable était le désirable par excellence. En effet, vous constatez que j'ai choisi un sujet qui est un adjectif substantivé. Je n'ai pas donné le sujet être désirable, mais le désirable, comme s'il existait du désirable en soi, comme si cet adjectif pouvait être substantivé. Qu'est-ce que pourrait être donc le désirable? Le désirable désigne ce qui suscite le désir, ce qui rend possible le désir. Le suffixe bleu, ible ou able désigne toujours la possibilité de quelque chose, donc le désirable renvoie à la possibilité que le désir naisse. Entendre par là que, pour que ce désir naisse, il aurait besoin d'un objet le faisant naître. Le désir ne serait donc pas premier, mais second. Serait une réaction à un stimulus, et ce stimulus, ce serait l'existence du désirable. Une réalité serait désirable et par voie de conséquence, elle serait donc désirée. Le désirable serait donc l'objet du désir. Il serait déterminé, connu, reconnu comme tel, et dans la presse féminine que je viens d'évoquer, on voit que le désirable, c'est d'être sexy, puisqu'il ne faut pas de lingerie confortable, d'être belle en toute occasion, même au Sahara, de ne pas rater son maquillage ni sa coiffure, et de ne pas rater son bronzage. Donc on a une identification de ce que le désirable est. Je reformule autrement cette idée. Il serait possible d'opérer une distinction claire du désirable et de l'indésirable. Cela supposerait une classification préalable d'objets et de réalités. Et ces réalités, nous les distinguerions en fonction donc de leur capacité à susciter le désir ou à ne pas le susciter. Difficile a priori de cerner clairement la distinction entre le désirable et l'indésirable par une classification des objets. Aidons-nous donc de ce que nous appelons les indésirables,
Dans notre téléphone portable, nous avons des contacts que nous effaçons de notre carnet d'adresses lorsque nous ne voulons plus de relation avec ces personnes. Nous les faisons passer dans la catégorie des indésirables. Ne peut-on dire que les désirables sont tous les autres noms, c'est-à-dire ceux avec lesquels il est encore des relations possibles ou des relations souhaitées? Il serait donc difficile de penser qu'on puisse désirer une réalité indésirable ou de ne pas désirer du désirable, puisqu'on dissocie clairement les deux dans des listes dans son propre carnet d'adresses. Plus difficile encore de ne pas supposer que le désir dépende, en partie au moins, du caractère objectivement et désirable de son objet. Or, tous ces noms qui sont dans notre carnet d'adresses sont-ils des êtres pour lesquels nous ressentons véritablement du désir? Il y a sans doute parmi ces contacts des contacts professionnels. Nous ne sommes pas dans un rapport au désir, nous sommes plutôt dans un rapport à l'intérêt, à l'utile les concernant. Il n'y a au fond que ceux pour lesquels j'ai un désir, par exemple charnel, physique, sensuel, qui pourrait être taxé de désirable parmi ces noms. Existent sans doute d'autres contacts qui ne suscitent pas en moi de désir sensuel, mais ce sont des personnes que j'ai particulièrement plaisir à côtoyer. J'ai le désir de les rencontrer souvent. Ce sont mes amis, ce sont mes proches. Nous pouvons déjà en déduire que tous ceux qui ne sont pas dans la liste des indésirables ne sont pas pour autant désirables. Pour être désirable en effet, il faudrait être en capacité de susciter le désir. Nous allons donc éclairer un petit peu cette notion. Prenons d'abord son étymologie. Le désir vient du latin desidera, littéralement ce qui est éloigné d'un astre, d'une étoile, sidera qui a donné sidéral, et de qui veut dire éloigné d'eux en latin. Ce qui est donc désir, c'est ce rapport d'éloignement de l'objet à soi. Nous le regardons au loin comme nous regarderions un astre, comme on regarde la lune, et nous aimerions posséder cet objet lointain. Donc le désirable semble d'abord être ce qui est à distance du désir et le suscite l'éveil du fait même de son éloignement. Mais vous le constatez sans doute, dire que le désirable, c'est ce qui suscite le désir, ou que le désir, c'est ce qui observe au loin le désirable, c'est finalement entrer dans un cercle vicieux, c'est le serpent qui se mord la queue. Une première proposition pour sortir de ce diallèle, de ce cercle vicieux, ce serait de poser, comme je l'ai suggéré dès l'introduction de ce cours, que le désirable serait premier et que le désir serait second, c'est-à-dire qu'il y aurait du désirable en soi. Encore faut-il bien sûr identifier ce que pourrait être ce désirable. Or, n'arrive-t-il pas que l'on se mette à désirer ce qui est indésirable, ou ce qui est dit indésirable? N'y a-t-il pas en l'homme des désirs inhabituels, saugrenus, déviants et incompris d'ailleurs? Comment un homme peut-il désirer ce qui en dégoûte tant d'autres? Est-ce alors que le sujet lui-même, l'individu, choisit arbitrairement et subjectivement l'objet de son désir, voire le constitue? Si donc le sujet constitue son désirable, c'est que le désir précède le désirable. Si donc nous sommes contraints à inverser le rapport initial, si le désirable est second et le désir premier, ne faut-il pas en conclure que c'est le désir qui, en étant cultivé, donnera existence à du désirable? Et qu'est-ce que cultiver efficacement le désir, si le désir, c'est ce qui se tient au loin, décidera? Comment cultiver le désir si ce n'est, en dérobant toujours partiellement au moins, l'objet investi des qualités du désirable? Voilà la difficulté à laquelle cette proposition de réflexion va s'affronter. Je vous propose dans un premier temps d'aborder le désirable en le prenant au pied de la lettre, comme s'il existait, comme s'il y avait bien un objet là, prêt à désirer. C'est manifestement à ce type d'idée qu'adhère la presse dont je vous ai parlé en introduction. Il y aurait d'irrésistibles beautés qui susciterait d'emblée le désir. Puisque nous avons ancré le propos de l'introduction dans les années 60, je partirai d'un film qui date de 1963, de Jean-Luc Godard, Le Mépris, et notamment de la scène cultissime où Michel Piccoli et Brigitte Bardot
Dialogue, elle est nue sur le lit, il est assis à côté d'elle, et elle lui pose les questions suivantes. Alors bien évidemment, je ne suis pas actrice, donc je ne vais pas m'amuser à jouer le texte, je vais simplement vous le lire, et vous aurez le plaisir bien sûr de réécouter cette scène si le cœur vous en dit, qui met en scène donc Paul et Camille, ces deux personnages du Mépris de Godard. Tu vois mes pieds dans la glace ? Oui. Tu les trouves jolis ? Oui, très. Et mes chevilles, tu les aimes ? Oui. Tu les aimes, mes genoux aussi ? Oui, j'aime beaucoup tes genoux. Et mes cuisses ? Aussi. Tu vois mon derrière dans la glace ? Oui. Tu les trouves jolies, mes fesses ? Oui, très. Je me mets à genoux ? Non, ça va. Et mes seins, tu les aimes ? Oui, énormément. Doucement, Paul, pas si fort. Pardon, Camille. Qu'est-ce que tu préfères ? Mes seins ou la pointe de mes seins ? Je sais pas, c'est pareil. Et mes épaules, tu les aimes ? Oui. Je trouve qu'elles ne sont pas assez rondes. Et mes bras ? Oui. Et mon visage ? Aussi. Tout ? Ma bouche, mes yeux, mon nez, mes oreilles ? Oui, tout. Donc, tu m'aimes totalement ? Oui, je t'aime totalement, tendrement, tragiquement. Moi aussi, Paul. Dans cette scène, il est question bien sûr des parties du corps du personnage féminin de Camille. Tout part de cette analyse qui remonte des pieds jusqu'à la tête, en passant par les cuisses, les fesses, les seins, les épaules. Elle détaille chaque partie de son corps et demande donc si son partenaire les aime. Voici ce que pourrait être le désirable. Le désirable, ce serait donc l'objet là, suscitant un élan particulier vers lui, et cet élan particulier vers lui, on nommerait le désir. Le sujet serait l'être désirant, ne répondant qu'à la sollicitation de l'objet, fesses, seins, pensé comme actif, curieusement, capable de provoquer en tout point la réaction du sujet, lequel serait comme dépourvu momentanément de sa liberté, puisqu'il ne pourrait qu'adhérer à cette beauté en la désirant, le désirable susciterait illico le désir. Vous mesurez bien qu'en choisissant de ne sélectionner dans cette liste que les seins et les fesses, j'ai une stratégie particulière, car les pieds, les genoux, les épaules ont-ils le même pouvoir de susciter le désir ? Et de quel désir parle-t-on ? J'ai suggéré, en choisissant ces deux éléments du corps féminin, que le désir en question pourrait être le désir physique, le désir charnel. Cependant, cette scène, aux yeux de Jean-Luc Godard, n'avait pas pour visée d'érotiser le spectateur du tout. Elle lui a été imposée par ses producteurs, qui souhaitaient voir Mademoiselle Bardot en petite tenue, ce qui avait déjà fait en quelque sorte sa réputation. Elle était réputée avoir un corps magnifique, et donc il était attendu qu'elle se dénude. Il n'a produit cette scène que contraint et forcé, et a tout fait pour ne pas la tourner. On sait par exemple qu'il avait proposé un devis mirobolant à ses producteurs, convaincu que ces derniers refuseraient de payer si cher pour le retournage de cette scène. Malheureusement, il a dû la tourner. Et il a décidé de lui donner un aspect poétique et non érotique. Cela s'est manifesté par le choix scrupuleux des ombres et des lumières, mais aussi par cette liste qui évoque le corps dans son entier jusqu'à l'âme du personnage féminin. Est-ce que les pieds pourraient être érotiques et les genoux de même ? Non, car ce film ne porte pas sur le désirable, ou du moins cette scène, mais sur l'aimable. Jean-Luc Godard était absolument convaincu d'avoir tourné une scène d'amour au sens plein, non pas une scène scabreuse qui viserait à dénuder son personnage féminin, mais une scène d'une grande intensité qui se conclut par « oui, je t'aime totalement, tendrement, tragiquement ». De ce point de vue, le personnage de Paul, joué par Michel Piccoli, n'est pas un sujet dans un rapport presque pavlovien à l'endroit de son objet désirable. Il a de la liberté, il n'est pas assujetti, il est un être
aimant. Nous allons donc nous tourner vers un autre personnage pour aborder cette notion du désirable. J'ai choisi Don Juan dans la pièce éponyme de Molière. Ce personnage, que l'on se représente volontiers comme un homme à femme, un grand conquérant, se pose en victime du désirable. Lorsque le désirable se présente devant lui, explique-t-il, et cela se présente souvent, il lui est tout simplement impossible d'y résister. Le désirable, c'est ce qui fait naître automatiquement du désir en lui. Je cite un passage. « Pour moi, la beauté me ravit partout où je la trouve, et je cède facilement à cette douce violence dont elle nous entraîne. » Vous constatez dans cette phrase l'usage à double sens du verbe ravir. La beauté me ravit. Ravir au sens d'être face à un objet ravissant, mais aussi au sens où l'on est ravi, rapté, emporté, sans être capable de maîtriser ce mouvement. Ce Don Juan, dont on fait donc souvent le prédateur par excellence, serait en réalité une proie, un être soumis au désirable et donc au désir. Face à la beauté, il ne pourrait que dire oui et jamais non, comme si le désir était chez lui irrépressible. Son cœur lui est volé, rapté. Il est la proie d'un objet désirable rapace, et si cet objet est son prédateur et le prend, c'est parce qu'il est beau. La beauté, c'est ce qui séduit, c'est ce qui happe, c'est ce qui attire irrésistiblement. Dans Don Juan, les objets beaux sont divers, au point que le personnage ne sait pas trop où donner de la tête. Et c'est bien dans cela que l'on est opposé à la représentation du désirable au singulier. Le sujet que je vous ai proposé, c'est le désirable. Or, le problème chez Don Juan, c'est qu'il y a des désirables. Où qu'il tourne son regard, il tombe sur des jeunes femmes, en l'occurrence, qui lui semblent tout à fait désirables et suscitent son émoi. Je le cite encore. « Quoi qu'il en soit, je ne puis refuser mon cœur à tout ce que je vois d'aimable, et dès qu'un beau visage me le demande, si j'en avais 10 000, je les donnerais tous. » Dans ce passage de la fameuse tirade de l'inconstance, d'où j'avais extrait d'ailleurs la phrase précédente, on voit Don Juan évoquer la possibilité de donner, s'il en avait, 1000 cœurs à 1000 objets désirables. Don Juan se dit simplement très sensible, très réceptif à la beauté. Il se sent, dit-il, un cœur à aimer toute la terre. Il est particulièrement d'ailleurs sensible dans l'acte 2 à la jeune paysanne du nom de Charlotte. « Ah ah, d'où sort cette autre paysanne, Sganarelle? As-tu rien vu de plus joli? Ah, la belle personne, et que ses yeux sont pénétrants! Que cette taille est jolie! Haussez un peu la tête de grâce. » Dans ces 3 petits extraits, la jeune fille est manifestement désirable. Ce sont des attraits physiques qui sont décrits ici et détaillés, listés par Don Juan qui la regarde manifestement de la tête aux pieds. Elle remplit toutes les cases. Elle a tout pour éveiller son désir. Les yeux, la taille, la tête. Le corps de l'autre est composé d'autant de parties qui sont chacune désirables. Et où que Don Juan regarde, un objet l'attire. Au sein du désir, cette division se répercute. Et le philosophe du XVIIe siècle, Baruch Spinoza, évoque lui aussi la pluralité des désirs déterminés par les objets qui sont recherchés. Autrement dit, chaque objet recherché fabrique un désir propre. Voici ce qu'il écrit dans l'Éthique, dans la partie 3 à la proposition 65, dans la démonstration de cette proposition. Je le cite. « Il y a donc autant d'espèces de désirs qu'il y a d'espèces d'objets par où nous sommes affectés. » Dans le scoli de la même proposition, il entre dans le détail. Je le cite. « Les notoires sont la gourmandise, l'ivrognerie, la lubricité, l'avarice, l'ambition, un désir immodéré de la chair, de la boisson, du coït, des richesses et de la gloire. » Comme vous pouvez le constater, pour identifier ce qu'est la gourmandise, ce désir précis, il faut en passer par son objet, la bonne chair.
Pour ce qui est du désir qu'on appelle ivrognerie ou de la passion d'ivrognerie, elle a pour objet la boisson. La lubricité a pour objet le coït, l'avarice, les richesses et l'ambition, la gloire. Spinoza va dans le sens ici de la doxa, c'est-à-dire de l'opinion reçue, selon laquelle c'est l'objet désirable qui suscite la singularité du désir. Il y a autant d'espèces de désirs que d'espèces d'objets nous affectons. À l'issue de cette première réflexion, nous pourrions cependant nous poser la question suivante. Est-ce bien le désirable que nous avons abordé? N'est-ce pas plutôt les désirables? Après avoir dissocié l'aimable du désirable par l'intermédiaire du film de Godard, il est apparu chez Don Juan que c'était les désirables et non le désirable qui était traité. De même ici, chez Spinoza, il y a une diversité de désirs, chacun étant associé à un désirable particulier. Il y a donc des désirables. Je vous propose, pour continuer cette première partie, d'aborder l'hypothèse d'un désirable, d'un seul désirable. Il faudrait envisager que derrière les désirables apparents se cache le désirable vrai. Et celui-là mériterait donc son article défini, puisqu'il serait effectivement le désirable. Que pourrait être le désirable, si ce n'est ce qui se cache derrière les réalités désirables plurielles? En effet, il faudrait imaginer que se cache peut-être un principe désirable derrière toutes les réalités dites désirables. Platon est un philosophe qui aborde le désir sous cet angle. Et sa proposition fait assez écho à la scène du film de Godard dont nous venons de parler, puisque chacune des parties du corps listées par Brigitte Bardot est aimable. Tu les aimes, mes fesses, tu les aimes, mes seins. Le point commun, c'est l'aimable. Le point commun existe donc. On peut trouver de l'unité derrière la diversité. La philosophie platonicienne se pose la question de savoir ce qu'est la beauté, qu'est-ce qu'un objet vraiment beau, et y répond en proposant qu'un objet vraiment beau, c'est un objet qui suscite un désir, qui suscite un amour, éros en grec. Désirer, voir un être, l'aimer, c'est reconnaître qu'en lui réside une beauté. Éros est le moteur d'une possible élévation depuis l'être aimé jusqu'à l'idée de beau, jusqu'au beau dans son unité. Erwin Panofsky a écrit dans La Renaissance et ses avant-courriers dans l'art occidental un chapitre 4 consacré à la doctrine platonicienne de la beauté. Il aborde les platoniciens anciens et moins anciens qui, d'après lui, aimaient à faire dériver le mot grec qui signifie la beauté, le mot kalos, K-A-2-L-O-S, du verbe kalein, K-A-L-E-I-N, qui signifie appeler. Le beau, littéralement, ce serait ce qui nous appelle. Autrement dit, ce qui nous attire. Ce qui est le désirable. Dans le texte de Don Juan que nous venons d'aborder, nous voyons bien que le personnage propose une relecture très libre de la beauté comme un appel. C'est la thèse platonicienne qui est ici singée. La thèse qui nous dit que la beauté, c'est ce qui nous appelle. Mais Don Juan propose comme objet beau, non pas quelque chose d'universel ou d'éternel, mais les parties du corps de la jeune Charlotte, c'est-à-dire pour Platon, ce qui est le contraire de la beauté dans son unité. Le corps est une beauté éphémère, est une beauté partielle, une beauté périssable. La véritable beauté, celle qui est l'unité de la beauté et qui produit le désirable, est une beauté universelle, éternelle, qui a une forme d'unité, c'est la beauté de l'âme. Dans son texte Le Banquet, Platon aborde la question de la dialectique ascendante du beau en nous montrant comment l'on peut passer des beaux corps aux belles âmes jusqu'à l'idée de beauté en soi. Je cite un passage du discours de Diotime, cette femme qui, dans le banquet de Platon, révèle à Socrate le secret de l'amour, le secret de l'éros. Elle nous y apprend que ce qui fascinerait Don Juan, à savoir la beauté des corps, n'est qu'un point de départ vers l'amour du beau en soi.
On part du corps pour s'élever pas à pas vers la beauté ultime qui est le désirable au sens fort. Pour accéder au désirable, l'homme devra en passer par des étapes. Les voici. En passant d'un beau corps à deux, de deux beaux corps à tous les beaux corps, et des beaux corps aux belles occupations, et des occupations vers les belles connaissances qui sont certaines, puis des belles connaissances qui sont certaines vers la connaissance qui constitue le terme, celle qui n'est autre que la science du beau lui-même, dans le but de connaître finalement la beauté en soi. Comme vous pouvez le constater, aimer le beau corps de Brigitte Bardot ou de la jolie Charlotte dans Don Juan de Molière, cela ne suffit pas. Car il faut passer d'un beau corps à deux beaux corps, puis de beaux corps à tous les beaux corps. C'est-à-dire que le désirable ne peut être dans un seul corps. D'abord, le corps d'une personne, si agréable à regarder soit-il, ne restera pas beau très longtemps. Le corps est travaillé par la temporalité, par la dégénérescence, par la vicissitude. Donc il sera corrompu. Le beau corps ne suffit pas. Il faut passer à deux beaux corps, puis à tous les beaux corps, c'est-à-dire aimer la beauté des corps en tant que telle, et pas un beau corps parmi d'autres. Déjà, on passe d'un sujet, d'un individu à un universel. J'ai aimé ton corps, j'ai aimé la beauté de ton corps, à présent j'aime la beauté de tous les jolis corps, j'aime donc la beauté du corps en tant que tel. Puis on passe aux belles occupations, c'est-à-dire une âme qui s'adonne à des actions morales, par exemple. On apprécie la beauté d'une âme savante qui est dotée de connaissances. Ces mêmes connaissances qui ne sont pas périssables. Une âme qui est bonne peut le rester toute sa vie. La bonté, cela ne vieillit pas, cela ne disparaît pas. Ce désirable-là a une consistance que les désirables corporels n'ont pas. On le voit, il faut passer par le corps pour accéder pas à pas vers le beau en soi. Il faut partir du pluriel pour accéder à l'unité. Il faut passer des réalités désirables en apparence pour accéder au vrai désirable. La preuve en est, c'est que face à un corps, le désir finalement s'émousse. Nous sommes blasés par les corps. Les corps ne parviennent pas à satisfaire l'appétit, le désir en nous. Nous désirons au-delà du corps. Il y a quelque chose dans le corps qui ne parvient pas à étancher le désir en l'homme. Le désir se porte plus haut que le corps. Il cherche quelque chose qui est sans doute un absolu. Ce que Platon appelle l'idée de beauté, ou la forme, eidos en grec ou morphée, c'est-à-dire l'absolu de beauté. Cette thèse platonicienne repose tout entière sur le sentiment d'insatisfaction ou de déception que pourrait vivre un être humain lorsqu'il est face à un faux désirable, lorsqu'il se trompe d'objet. Et la philosophie platonicienne s'appuie sur cette représentation de la frustration pour justifier l'idée que le fond que nous désirons n'est pas dans le corps, mais bien ailleurs, et que c'est vers cet ailleurs qu'il faut nous propulser pour désirer un objet qui nous satisfasse vraiment pleinement. Ne désirer que le corps, ce serait au fond ne désirer que l'image ou l'ombre d'un réel, et cette ombre n'est pas satisfaisante. Beaucoup d'hommes donc se fourvoient vers des objets qui les détournent des vrais désirables. Et ces derniers finissent par s'en rendre compte d'eux-mêmes du fait de ce ressenti de déception qui reste au fond de leur cœur. À l'issue de ce premier moment d'analyse, il apparaît donc que le désirable n'est pas une mince affaire. Il est le fruit d'une quête, la quête d'un objet lointain comme l'astre du désir peut l'être. Difficile pour l'être humain de s'engager sur cette voie puisqu'il doit renoncer à ce qui était de faux désirs. Difficile aussi, et c'est ce que nous aborderons la fois prochaine, de distinguer clairement entre le désirable et l'indésirable. N'y a-t-il pas souvent confusion fréquente chez les hommes entre l'un et l'autre ? C'est ce que nous aborderons vendredi prochain. Je vous remercie de votre attention, je vous remercie de votre fidélité. Si vous appréciez le travail que je mène avec vous, n'hésitez pas
abonnez-vous ou parlez-en autour de vous. Je vous dis à très vite pour philosopher un peu à l'heure bleue avec moi. À bientôt!